Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Advaes qui va porter sur la Sustainable IT et notamment sur les résultats 2025-2028 de la troisième édition de notre baromètre des prestataires du numérique éco-responsable. Alors très rapidement, nous avons un timing assez serré. Je vais vous représenter en introduction les objectifs de ce baromètre. Ensuite, on fera un petit point sur où en sont les prestataires de la tech en France sur leurs actions de durabilité ou de sustainability. On verra quels sont les apports et la contribution de leurs pratiques de RSE à la performance de leur entreprise. Comment, et bien entendu, c'est vraiment le cœur du baromètre, évoluent leurs actions environnementales et les KPI du marché, puisque le baromètre a aussi cette vocation de délivrer des données qui permettent, du moins qui servent de référence sur le marché, et quelles sont les tendances clés à propos particulièrement de l'impact de l'IA et de la cybersustainability. Et puis, il y aura un petit temps de réponse à la fin, donc 5 petites minutes, et à 12h45, c'est la fin, this is the end, comme c'est mentionné sur cet agenda. Alors, en rappel, déjà, pourquoi ce baromètre et comment je vais vous présenter en quelques mots, en fait. À l'origine, donc c'est la troisième édition, première, donc c'était 2023. J'analyse le marché du numérique, des impacts environnementaux, et je trouve que ça ne va pas assez vite. Donc ça, c'est un peu plus personnel. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut faire avancer à un moment donné le sujet et faire que les acteurs de la tech s'approprient vraiment la thématique un peu plus rapidement. Parce que, bien entendu, ils se l'ont approprié, mais essayer de booster, en fait, ce sujet-là et comment le décliner dans leurs actions au niveau de leur entreprise. Donc, l'objectif, c'est de faire un état des lieux de la maturité environnementale de prestataires IT actifs en France. Donc, ça implique, bien entendu, des acteurs je vais dire qui sont franco-français, mais pas que, des acteurs qui sont internationaux, à l'origine d'autres géographies, mais qui ont une présence en France significative. Et regarder particulièrement dans le périmètre leurs pratiques de RSE et les indicateurs environnementaux spécifiques. Donc, il y en a qui sont plus généralistes, d'autres qui vont être vraiment spécifiques à la tech, et regarder quelques tendances sur l'édition 2025. Il y aura plus particulièrement les tendances à 3 ans autour de l'impact de l'IA et de la notion de cyber-sustainability. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des évolutions comparatives d'année en année. Donc là, maintenant, on commence à avoir, puisqu'on est à la troisième édition, au moins une comparaison sur 2023, 2024, 2025. Donc ça commence à devenir intéressant de voir la tendance. C'est ce que je vais vous présenter donc, aujourd'hui. La méthodologie est restée inchangée depuis le début. On analyse, on parle bien d'une analyse de 100 prestataires IT. C'est une enquête en ligne qui est cumulée, donc il y a une double méthodologie avec des données de rapports extra-financiers qui sont publiés par plus particulièrement des acteurs qui ont des obligations de reporting extra-financier. Donc très rapidement, si on présente en fait l'échantillon des acteurs qui sont analysés, alors cette année on est allé un petit peu plus loin que 100, on est allé même interroger 130 sociétés sur les tendances un peu plus générales. Qu'est-ce qu'on constate en fait? On a, que ce soit représentatif de l'écosystème, on a 50%, un peu plus de 50% des 100 prestataires analysés qui sont dans le top 50 de leur marché au niveau international. Donc là, en général, on va aller puiser des données qu'on a dans notre base de données, qu'on appelle le SG Tech Data Platform, qui vont venir alimenter les données, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique, de consommation en eau qu'ils ont pour leur activité. Donc là, on va venir abonder. Il y en a à peu près 40 en fait parmi les grands acteurs internationaux qui sont donc abondés par ce biais-là, et les autres donc répondent à une enquête en ligne. Et on voit que 60% de ces autres ont une présence très très forte en France, puisqu'ils réalisent plus de 90% de leur chiffre d'affaires sur le territoire français. Donc, comme je l'ai dit, une double méthodologie, enquête en ligne, et puis des données qui viennent en fait de rapports extra-financiers audités, on est bien d'accord, via notre ESG Intel Data Platform. Une représentativité voilà, assez homogène des différentes typologies d'acteurs, profils qu'on peut avoir sur le marché, éditeurs de logiciels, ESN, cabinet de conseil. Donc, si on met la part service, là, on est à 34% si on mixe ESN et cabinet de conseil. On a aussi les fabricants d'équipements qu'on va aussi analyser. On va plutôt aller chercher les données qui sont dans le rapport extra-financier. Des cloud providers, opérateurs de data center, opérateurs de télécom, donc des profils services industriels, on va dire,
qui représentent, là ici on voit 16% de l'échantillon, puis après d'autres profils qui peuvent avoir des typologies plus ou moins différentes. Ça peut être juste de la formation par exemple, ou les spécialistes du recyclage par exemple des D3E. Quoi dire aussi d'autre? Oui, c'est important, c'est de voir les personnes, des personas qui répondent à l'enquête en ligne. Alors pour la RSE aussi, quand on prend des données issues des rapports extra-financiers, on va les mettre dans ce profil de RSE, mais on voit donc un panachage aussi des profils avec une forte prépondérance bien sûr du profil RSE au sein de ces acteurs du numérique et de direction générale, particulièrement pour les petits acteurs ou les plus petits acteurs, donc une application au plus haut niveau de la thématique au niveau direction générale. Donc voilà, je dirais pour présenter le cadre. Vous avez donc le rapport qui fait plus de 60 pages, qui est accessible en ligne, donc de manière gracieuse. Là, vous avez le sommaire, donc on va redécliner pour chacun des points en fait, de ce sommaire quelques données et des temps forts en fait, qu'on a identifiés et que je souhaite vous partager dans ce webinaire plus particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette 3e édition? Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une contraction des actions, mais il y a des signaux positifs aussi qui émergent. Donc, je veux dire qu'on est un peu dans une année en demi-teinte, un communiqué de presse qui était associé d'ailleurs aux résultats de ce baromètre, c'est ce que j'avais mis en avant. 2025 est une année en demi-teinte pour la sustainability chez les prestataires du numérique que nous suivons et que nous analysons. Pourquoi, en fait, cette année en demi-teinte? Alors, ça ne va peut-être pas trop vous surprendre, mais là, on essaye de l'objectiver avec des données, avec des chiffres. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on a 3 ans maintenant, je dirais, en référence. D'année en année, on pose exactement les mêmes questions et puis on a des questions un peu complémentaires, donc notamment sur les sujets un peu plus tendanciels. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une contraction de la définition d'objectifs à 2030 de développement durable chez les prestataires du numérique que nous avons analysés. Alors, la tendance est plutôt positive si on se remet, on regarde 2023, puisqu'on a plus 14 points entre 2023 et 2025, mais qu'on voit entre 2024 et 2025, en revanche, on a moins de points, enfin, ça se stabilise, ça se contracte. Donc, on voit que 2025 est une année un peu charnière, on va le revoir tout au long de l'exposé que je vais faire là dans ce webinaire. C'est un peu cette année, on a un peu un tournant. Bien sûr, vous le savez comme moi, il y a un certain nombre de facteurs, des facteurs économiques, il y a aussi des facteurs réglementaires qui ont influé, et notamment le facteur réglementaire majeur, c'est l'éligibilité à la CSRD. Donc la CSRD qui a été mise en suspens, je dirais, au niveau des entreprises éligibles, donc ce n'est pas propre au secteur du numérique, mais ça touche le secteur du numérique, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit un déport, en fait, aujourd'hui, du fait aussi du déport du reporting obligatoire de la CSRD. Et on voit très clairement, on voit que dans l'ensemble des prestataires, c'est à peu près stable. On a 50%, on a à peu près une progression de 2 points entre 2024 et 2025, mais on peut dire que c'est stable, qui disent être éligibles à la CSRD, mais qu'on voit une proportion qui diminue par 2, dont le reporting est obligatoire en 2026 pour les données 2025. Donc ce décalage dans le temps influe nécessairement les actions qui vont être menées à bien par les prestataires du numérique. Et on voit très clairement que pour un certain nombre d'entre eux, donc ceux qui ne sont pas directement concernés par cette réglementation, du moins pas immédiatement, reportent dans le temps les projets qui y sont associés. Et bien entendu, c'est préjudiciable ensuite à l'ensemble. Quand je dis préjudiciable, ça a un impact en fait à l'ensemble, pour l'ensemble du secteur. De la même façon, qu'est-ce qu'on voit? C'est un autre sujet. On ne peut pas mener à bien le sujet de la sustainability, de la durabilité en interne chez les prestataires s'il n'y a pas d'entité référencée en tant que telle ou de service, c'est-à-dire que ce soit bien décidé et qui soit rattaché même d'ailleurs au COMEX ou qui a son mot à dire au niveau du comité de direction et du COMEX. Et on voit que là aussi, il y a une diminution, qu'il y a un shift qui est en train de s'opérer dans les modèles opératoires, dans les modèles organisationnels, au sein des entreprises elles-mêmes, du fait de ce décalage qu'on vient voir précédemment, qui est dû à la réglementation, mais aussi d'autres enjeux qui sont des enjeux économiques et d'innovation. On ne peut pas mettre de côté dans le secteur de la tech et du numérique l'impact massif de l'IA et des investissements qu'il faut faire en regard, tant en termes, je dirais,
d'investissement dans les projets eux-mêmes, mais aussi dans les ressources et les compétences et la formation des collaborateurs et des collaboratrices. Donc là, on voit que cette direction au service en charge de la RSE ou des sujets ESG au sein de la société s'est contractée entre 2024 et 2025, et même, je dirais, depuis 2023. Donc 2023 avait donné, il y avait un mouvement qui s'était engagé et on le voit en train de se contracter. Alors, pour plusieurs raisons. On a vu là, bien sûr, la réglementation, on le voit apparaître ici dans la publication d'un rapport de durabilité. On voit que c'est plutôt en hausse dans l'ensemble, mais que c'est en cours ou le prévu dans les 3 ans qui décale. Donc, tout ça, ce décalage se confirme ici à travers les données. Autre point important, c'est le fait que la RSE, pour certaines entreprises, va venir se fondre de d'autres entités du groupe et ça peut être repris en charge soit par le légal, soit par la direction administrative et financière. Donc, on voit d'autres directions qui viennent récupérer, entre guillemets, le sujet de la RSE et qui n'est plus porté en propre par une entité référencée jusqu'ici. Néanmoins, et c'est le côté positif, les bénéfices de la RSE sont de mieux en mieux reconnus au sein du secteur de la tech. Là, j'ai juste m'atteler un petit peu sur ce graphique. Bien entendu, on voit toujours en tête les 2 premiers sujets que vous voyez en bleu foncé et qui sont regroupés. Alors, on a essayé de regrouper les thématiques. Le bleu foncé, c'est l'image, l'attractivité et la réputation. Les sujets de RSE étaient à l'origine beaucoup poussés par, voilà, ça va améliorer l'image et la réputation de mon entreprise, ça va améliorer mes chances de succès dans le recrutement de certains talents. Donc là, c'est le développement de la marque employeur. Donc, parfois, on pouvait d'ailleurs le mettre en parallèle que certaines entreprises favorisaient le greenwashing dans cette démarche-là. Maintenant, on est sur d'autres thématiques aussi qui vont être beaucoup plus liées au business. Il y avait le sujet lié bien entendu, lié à la réglementation, mais pas que, au respect de l'environnement et de la biodiversité et à la promotion d'un développement durable. Il s'inscrivait le plus souvent dans les objectifs, les 17 objectifs, les 17 ODD, édictés par l'ONU. Et là, on voit apparaître ce que vous voyez en bleu plus clair, tout ce qui va être lié aux pratiques d'achat et de vente. Donc, la partie sell-side, buy-side, et un effort, en fait, donc là, c'est tout le ruissellement qu'il peut avoir, les grands donneurs d'ordre, qui eux-mêmes ont des obligations réglementaires, ont des engagements, notamment sur la partie environnementale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de diminution du scope 3, d'engagement auprès du SBTI, par exemple. Et à travers les appels d'offres, on déclinait ça en introduisant, on va le voir juste après sur les données suivantes, ces éléments-là dans un volet, ce qu'on appelle le volet RSE des appels d'offres. Et on le voit très clairement apparaître. Ce sujet-là était pratiquement peu identifié en 2023. Il commence à émerger. Et là, vraiment, il arrive en 3e position, même possiblement, si on réunit tous les bleus clairs, augmentation des chances de succès aux appels d'offres, soutien aux démarches achats responsables et référencement des fournisseurs facilité, peut-être pourrait arriver devant même les sujets environnement et durabilité qui sont en bleu. Bien entendu, la réglementation, on la voit toujours apparaître, c'est ce qu'on a regroupé et ce que vous voyez en jaune ici. Et je voulais juste m'atteler sur un point qui commence à pointer un petit peu en avant et qui a fait le pont entre le financier et l'extra-financier, mais qui n'est pas encore bien appréhendé, bien perçu de manière, je dirais, fluide, si on peut dire, dans les entreprises de la tech. C'est comment aussi la performance extra-financière peut aider à la performance financière, notamment sur la réduction des coûts d'énergie, les achats IT, par exemple, et sur les sujets aussi d'innovation et d'accès à des financements publics-privés ou de rentabilité financière. Donc là, c'est tout ce qui est en marron, vous voyez, les chiffres qui sont marrons, qui sont en bout, je dirais, de la liste. Là, c'était une liste qui était suggérée, et bien qui commence à prendre progressivement du poids si on les réunit. Donc, c'est à suivre. Je pense que pour l'instant, il y a 2 sujets. Il y a le financier d'un côté, l'extra-financier de l'autre, dans les secteurs de la tech. Il n'y a pas obligatoirement un lien, enfin des ponts qui ont été faits entre les deux. Et peut-être que 2026 va marquer un tournant, justement, où on va réunir ces 2 sujets de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus accrue, notamment avec une autre dimension que je suis avec beaucoup d'acuité et qui est vraiment propre à la durabilité au sens premier du terme. Une entreprise demain doit être encore là, doit être pérenne, donc avec des sujets de résilience et de confiance et de souveraineté. Donc là, voilà la part du volet RSE ESG dans la note finale des appels d'offres. On voit qu'elle évolue, qu'elle est en hausse.
Elle est autour aujourd'hui pour 36% des prestataires que nous avons analysés. On est sur une base de 130 prestataires, entre 5% et 20%. On est au-dessus de 10% pour 26%, donc pour plus d'un quart. Et suite aux échanges que j'ai pu avoir sur les 6 derniers mois, on la voit très rapidement encore augmenter. Dans certains appels d'offres, certains prestataires m'ont même évoqué dépasser les 30%. Il faut savoir que la France est particulière. Il y a une réglementation, notamment sur le secteur public et les marchés publics, qui va être appliquée dès le 1er janvier 2025 et qui fait que sur certaines typologies de marchés publics, avec certains seuils et autres, cette part du volet RSE va dépasser les 30%, donc ce n'est plus marginal, ça devient un élément vraiment différenciant dans des process commerciaux pour les acteurs de la tech aujourd'hui, pas que, mais bien entendu aussi sur les acteurs de la tech. Un autre point, donc là on va décliner progressivement l'ensemble des indicateurs, 5 grands indicateurs qu'on suit dans ce baromètre, et là le premier c'est l'empreinte carbone, les émissions plus largement de gaz à effet de serre. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une prise en compte plus élargie des émissions indirectes. Donc, c'est plutôt positif. Là aussi, c'est un point qui est positif. Et parmi un autre point positif, on voit que les émissions, donc là, c'est plutôt les données que vous avez à droite, de GES entre 2022 et 2024, et surtout sur la période 2023-2024, ont diminué. Donc, ce n'est pas de beaucoup. On va être autour de moins 2% sur l'échantillon de prestataires analysés. C'est un signal positif, mais on va voir qu'aussi, c'est par un effet plus particulier. Il y a 2 sujets qui ont permis de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. C'est tout le travail effectué sur le scope 3, donc sur ces fameuses émissions indirectes, et aussi sur le recours aux énergies renouvelables dans la consommation d'énergie. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre qui arrivent un petit peu à se contracter. Là, on va faire une analyse plus poussée sur 100 acteurs de la tech au niveau mondial qui ont des reporting extra-financiers. On va sortir des classements en janvier qui y sont associés. Et on va essayer vraiment de mettre carrément des données brutes en global, et on va ramener ça aussi à l'évolution de leur chiffre d'affaires. Donc là, on va parler d'intensité carbone pour voir comment cette intensité évolue, notamment sur les 3 dernières années. Là, ce sera de 2022 à 2024. Là, on ne peut avoir que des données de 2024 aujourd'hui, on est bien d'accord, puisqu'on est toujours sur une année de décalage. On est en fin 2025, et aujourd'hui, on a à disposition que les données de 2024, donc à N-1, et puis bien entendu des années antérieures. Même sur certains acteurs dans notre base de données, on peut les avoir sur plus de 5 ans. Ce qu'on voit néanmoins, c'est quand même voilà, un signal positif sur ces émissions de gaz à effet de serre. On essaye de les contracter, on va essayer de valider cet élément-là par un ensemble de leviers qui ont activé les prestataires, et notamment aussi la diminution dans le scope 3, un travail assez important sur les voyages professionnels. Mais on voit qu'en parallèle, entre 2024 et 2025, il y a moins de prestataires qui ont réalisé un bilan carbone. Certes, l'échantillon n'est pas exactement le même entre 2024 et 2025. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que tous les grands acteurs, on va dire ceux qui ont des obligations de reporting, font un bilan carbone chaque année, de manière annuelle. D'autres acteurs vont le faire de manière tous les 2 ans. On en a vu certains tous les 3 ans. Ce qu'on a constaté aussi en 2025 sur les rapports extra-financiers de 2024, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail fait sur la méthodologie, notamment sur la partie scope 3, et il y a eu des revues complètes de méthodologie de calcul du scope 3. Ce qui fait que parfois, on n'a pas des années antérieures, en fait, et on peut difficilement comparer. Donc, on essaie de se rapprocher d'une vérité, c'est imparfait, mais ça permet ici de donner des éléments tendanciels. Et surtout, donc, pourquoi on a une chute, je pense, en 2025, toujours avec ce que j'ai évoqué précédemment, le décalage dans le temps, dû notamment à les obligations réglementaires. Les acteurs qui ont vu leurs obligations décalées dans le temps, se sont posés, on dit pourquoi faire un bilan sur 2024, pourquoi pas le redécaler en fait en 2026 pour porter sur des données 2025. Il est fort probable effectivement que ça a joué nécessairement. Autre indicateur, c'est la part du scope 3 dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre des acteurs de la PEC. En moyenne, on le voit qu'il est à 80%. Alors, ça va osciller entre 60% à peu près pour ceux qui ont des infrastructures.
Je pense aux opérateurs télécoms, aux opérateurs de cloud, opérateurs de centres de données. Dès qu'on est sur du pur service, les ESN, les cabinets de conseil, on est à 99,999% du scope 3 en termes de poids dans l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je souhaite juste que vous regardiez le petit graphique qui est à droite ici, hein, qui parle en fait de l'évolution des différents scopes, ce qui permet de voir vraiment là où les acteurs se sont effectivement attelés. Et on voit très clairement que le scope 3, donc c'est ce qui est en presque noir, hein, l'évolution de ce scope 3 entre 2022 et 2023 était d'autour de 2%. Et effectivement, il a diminué de 4% entre 2023 et 2024. Donc, si les émissions de gaz à effet de serre se sont contractées, sont à peu près stables, on va voir sur l'échantillon, je dis bien, de prestataires analysés, hein, pour bien le mettre en regard de cet échantillon-là, c'est tout le travail qui a été fait sur ce scope 3, très clairement, puisqu'il représente une part significative, comme on vient de l'évoquer, et qui est mentionné dans le camembert que vous avez sur la gauche. Donc, un travail, en fait, vraiment d'engagement et de stratégie de décarbonation de ce scope 3 et qui continue à se mettre en place sur un certain nombre d'acteurs de la tech aujourd'hui, que ce soit sur les émissions aval aussi bien et amont de ce scope 3. Alors, en revanche, la contrepartie, c'est qu'on voit une très nette augmentation des consommations énergétiques et une course aux sources vertes. Et vous allez comprendre pourquoi ce scope 3 est en diminution. Enfin, les émissions de gaz à effet de serre sur les émissions directes sont en diminution, avec le travail fait sur le scope 3 qu'on vient d'évoquer. Mais sur les émissions directes et sur la partie aussi de l'indirect des énergies, c'est essentiellement par un travail de recours accru aux énergies vertes. Car, de manière générale, on voit très clairement, et ça se valide par les chiffres et d'autres chiffres que j'ai, et c'est d'autres études aussi que vous pouvez avoir eu entre les mains, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans la tech. Il y a une évolution de la quantité d'énergie électrique consommée entre 2022 et 2024 pour les activités propres des prestataires du numérique. Alors bien sûr, suivant la typologie des prestataires, cette évolution de la consommation énergétique va être très variable. On pense nécessairement aux opérateurs de centres de données ou aux opérateurs de cloud sur le sujet, avec l'impact croissant de l'IA. Certes, mais en fait, les autres prestataires consomment aussi, bien entendu, les solutions et les services de ces acteurs et contribuent aussi, je dirais indirectement, aussi bien que les clients finaux, hein, à cette augmentation de la consommation énergétique. Donc, on la voit évoluer de 14% entre 2022 et 2023, de plus de 9% entre 2023 et 2024. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a la transparence est relativement stable sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près autour de 60%, on passe de 61 à 57%, des prestataires de la tech que nous avons analysés qui délivrent des informations sur leur consommation énergétique pour leurs activités. Et on voit de l'autre côté donc l'augmentation significative, donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Donc ça permet, c'est un effet de levier sur les émissions de gaz à effet de serre très clairement. Donc des énergies renouvelables et bas carbone. Donc bas carbone, on va mettre le nucléaire. Donc très clairement, plus de 25% sur l'échantillon analysé entre 2023 et 2024, une augmentation aussi de plus de 5 points des prestataires qui disent recourir à des énergies renouvelables. Et là, l'enjeu, on le voit très clairement aussi sur le marché, c'est la course aux énergies vertes avec des contrats négociés au plus haut niveau, les PPA, Power Purchase Agreement, notamment par les grands acteurs, mais aussi sur certaines géographies, si on sort de la France. Alors la France est particulière, puisqu'on a une capacité, je dirais, particulière en France, par rapport à d'autres géographies, à pouvoir fournir ces énergies bas carbone et renouvelables sur le territoire, ce qui n'est pas valable sur d'autres géographies et ce qui crée des tensions sur ces autres géographies, très clairement avec cette course aux énergies vertes. Et un autre point, c'est que l'englement des actions environnementales reste toujours aujourd'hui, en 2025, la transparence sur les consommations, les usages de l'eau et la circularité. Et on va le voir, donc, notamment, donc là, si on met en regard, on voit qu'à peu près un peu plus d'un tiers des
prestataires du numérique qui délivrent des informations en toute transparence sur les volumes d'eau consommés par an pour leurs activités et sur la masse globale de leurs déchets électriques et électroniques produits dans le cadre de leur activité. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir ensuite sortir des statistiques qui sont autour. C'est insuffisant. Le sujet du lot devient très prégnant, y compris en France, sur certaines géographies. On l'a vu là dernièrement sur l'Occitanie, hein, qui a dit que l'Occitanie était un stress, hein, aujourd'hui hydrique. Donc c'est un vrai sujet. Et ça peut être aussi de la consommation indirecte. Au même titre qu'on a un scope 3 dans les émissions de gaz à effet de serre, on a aussi un scope 3 sur la consommation d'eau. Il faut aussi différencier ce qui est consommé, ce qui est utilisé, ce qui est retourné à la source. Et souvent, ces indications-là ne sont pas communiquées. Ce qui est aussi puisé sur créer un stress hydrique, va être par exemple de l'eau qui va être puisée qui peut créer ou générer ce qu'on appelle des conflits d'usage, si c'est utilisé sur de l'eau potable, par exemple, ou éventuellement d'autres secteurs comme l'agriculture. Donc, on voit ce sujet qui devient de plus en plus en fait prégnant. Et d'ailleurs, dans les indicateurs réglementaires qu'on voit apparaître, ce sujet d'indicateur de l'eau, notamment sur les data centers, est clairement identifié au niveau européen et même au niveau français et va apparaître comme significatif. Donc, il faut s'y préparer. Et donc, tout le travail qui est fait pour pouvoir donner cette transparence-là, moi, j'en appelle là, à tous les acteurs, mais aussi à ceux qui utilisent les solutions des acteurs, de demander aux prestataires ces informations-là qui sont importantes pour pouvoir aussi être plus vertueux dans les usages que nous avons du numérique. Alors, la contrepartie, c'est sur la partie notamment déchets électroniques. Pour revenir sur les déchets électroniques, souvent les informations sont très parcellaires. On a des informations qui vont être sur les déchets de manière générale. Alors, ce qu'on appelle hazardous, non hazardous, donc dangereux, non dangereux, souvent le tri effectivement fait. On va avoir les masses associées, mais on n'aura pas l'information sur ce qu'on appelle les déchets électroniques ou les e-waste en anglais. Il peut y avoir sur la partie électronique juste des quantités, pas des masses qui sont communiquées. Donc, ça pose aussi toute une question sur comment on utilise les données, comment on peut les comparer entre elles et qui complexifie réellement en fait, l'appréciation de la dynamique et de l'évolution de la prise en compte de ces indicateurs-là au sein des pratiques éco-responsables, c'est-à-dire des acteurs de la tech. Néanmoins, on voit une augmentation de l'adoption de pratiques d'économie circulaire chez les acteurs que nous avons interrogés, de plus de 8 points. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les points en fait, qui sont en hausse, là en vert, hein, sur le graphique de droite. Et la prolongation de la durée de vie des matériels est très clairement un sujet. On l'a vu même dans les rapports annuels aujourd'hui, c'est d'identifier, c'est de mentionner. Certains le mentionnent, de dire voilà, financier. Donc là, on est plutôt sur la partie reporting financier, puisque ça a un impact aussi possiblement économique, bien entendu, de dire voilà, on a prolongé la durée de vie de nos équipements et aussi dans des pratiques éco-responsables pour notre organisation. Alors, il y a des progrès dans la transparence de certaines données de capilles spécifiques numériques, donc c'est aussi un point positif. On voudrait, comme vous l'évoquez notamment sur l'eau et sur la masse des déchets, qu'ils soient plus nombreux. Reste que pour le sujet notamment de l'efficience énergétique et on va le revoir, la prolongation de la durée de vie des équipements, notamment sur la partie serveur, on a une hausse de la transparence, donc de la part des prestataires qui connaissent, par exemple, le PUE soit et qu'ils le délivrent, hein, donc qu'ils donnent l'information de leurs propres infrastructures, soit de leurs partenaires s'ils utilisent notamment soit des opérateurs de data center en colocation ou des opérateurs de cloud. Ici, ce qui est intéressant de voir, et le baromètre a cette fonction-là, donner des indicateurs, un peu de référence sur le marché français. Donc là, on est vraiment sur le périmètre France. Et qu'est-ce qu'on a, que je vous disais, c'est sur le graphique de droite, c'est qu'aujourd'hui, alors on a demandé, quand on n'a pas une moyenne sur cet indicateur d'efficience énergétique d'un data center, on demande de donner le minimum qui est connu, le maximum en fait qui est connu. Et là, on a fait une moyenne entre guillemets des minimums et une moyenne des maximums. Et vous avez aujourd'hui, donc en France, cette moyenne varie entre 1,26 et 1,58. Il y a d'autres données, et ça conforte. Hein. Par exemple, vous connaissez peut-être le Uptime Institute qui communique des données au niveau mondial. On est autour, au niveau mondial, je crois, je ne sais plus le dernier chiffre, je crois que c'était autour de 1,51 de mémoire. On est autour de 1,5. Ce qui est important, c'est que cet indicateur-là, certes, est imparfait,
n'est pas, on ne peut pas le prendre, ce n'est pas l'unique indicateur pour apprécier, par exemple, l'efficience énergétique ou faire une évaluation d'impact environnemental d'infrastructure ou d'un service de cloud ou d'un service applicatif, hein, notamment, je pense à des solutions SaaS. Néanmoins, c'est un indicateur nécessaire, en plus qui est normé, il existe une norme ISO qui est associée. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voit les réglementations qui sont en train de se mettre en place et qui vont sortir en 2026, il est très clairement identifié avec des objectifs qui y sont associés. Donc, tenir en fin de compte, voir comment par rapport au référentiel d'un marché on se positionne, ou comment nos partenaires se positionnent, soit parce qu'on utilise des services de sociétés type opérateur de data center en colocation, service de cloud, ou parce qu'aussi on est consommateur in fine, est un élément important. Donc, c'est un indicateur très clairement qu'il faut continuer à suivre. Je le mets en avant. Il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Sur un autre indicateur aussi intéressant, ici, c'est la durée de vie des équipements. Donc, dans le baromètre, vous verrez aussi, on donne sur les ordinateurs, sur les mobiles et sur les écrans. Donc, grosso modo, les 4 grandes catégories d'équipements informatiques. Et là, on retombe dans des pratiques numériques responsables à terme que mettent en œuvre les prestataires du numérique dans le cadre de leur activité. Donc là, de la même façon, on a demandé des indicateurs, la durée minimum, la durée maximum, et on retrouve les moyennes, c'est entre 5 et 7 ans aujourd'hui sur le marché français. Mais comme vous voyez, il n'y en a que 50% qui donnent même si c'est en progression, qui sont transparents sur cette information-là. Donc là, de la même façon, plus on aura de prestataires qui vont communiquer sur leurs pratiques numériques responsables, puisque là, ça fait partie des pratiques numériques responsables, hein, le prolongement de la durée de vie des équipements. On sait que c'est un poids très important dans l'impact carbone des activités, la part du hardware. Et donc ça contribue dans la transparence à savoir comment eux-mêmes ils s'engagent en fait sur ces pratiques numériques responsables, et la durée de vie ici en contribue. Pour terminer, là j'ai encore quelques minutes, donc sur les meilleures pratiques et prise en compte des impacts de l'IA et des risques cyber, et ce qu'on appelle la cyber-sustainability, ce qui est un sujet récent et naissant. Donc le point positif, c'est qu'il y a une part plus importante, on voit plus de 17 points entre 2024 et 2025, de prestataires du numérique qui prennent en compte les impacts environnementaux de l'usage de l'IA pour leurs activités. Alors, dans le baromètre, vous verrez les indicateurs, les types d'usages qui sont faits par les prestataires. On voit un shift qui s'est opéré entre la création de contenu et génération de contenu et le traitement de documents. Le traitement de documents et tout ce qui est traitement de l'information passe en tête. Et ensuite, vous avez bien tout ce qui va tourner autour du code plus particulièrement. Néanmoins, ce qui est toujours, on voit le décalage, c'est qu'on voit une part plus importante, ça double, 27%, 52%, qui prennent en compte déjà aujourd'hui ces sujets-là de manière sérieuse. Mais on voit un décalage, c'est qu'en 2024, on avait 41% qui évoquaient c'était en cours. On voit que ça se contracte sur 2025 et plutôt 32% qui, d'ici 3 ans, vont intégrer cette dimension-là. Et on voit aussi un effort où l'effort se porte, là sur le graphique de droite, dans la collecte responsable des données, les méthodes d'entraînement frugales. Et là, ce qui apparaît, il y a 2 sujets qui sont nouveaux, qui étaient un peu plus en bas de liste, c'est la prise en compte de l'empreinte du matériel de stockage et aussi, c'est suivre des recommandations de référentiel du marché. Je peux en citer un, par exemple, l'AFNOR sur l'IA frugale, les spécifications pour une IA frugale, que je vous invite d'ailleurs à consulter, et d'autres peut-être qui vont arriver d'ici 2026. Par exemple, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, AGESN, intégrait un point sur les impacts de l'IA qui était assez limité dans sa dernière version. Il n'est pas improbable, en fait, qu'il y ait un sujet spécifique, en fait, qui sortent sur la thématique purement IA, peut-être en 2026 ou peut-être, je dirais, en 2027. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là, ces référentiels. Et la France est assez en avance, d'ailleurs, sur la thématique de référentiels, avec un objectif de pouvoir les porter de manière un peu plus, je dirais, internationale, avec donc des associations qui sont en train de se faire, des initiatives pour au moins le porter à des niveaux européens. Pour la tendance, qu'est-ce qui se passe sur les sujets aussi cyber? On a constaté que toutes les initiatives, les actions qui ont été mises en place
pour se protéger du risque cyber avait un impact en fait aussi sur la durabilité et sur l'environnement. Donc, quelles sont les actions qu'on peut faire pour limiter cet impact environnemental, sachant qu'on est obligé de se protéger de ces risques cyber? Donc, 16% des prestataires que nous avons analysés disent qu'ils ont déjà engagé une démarche en ce sens. 5%, donc on est autour de 20%, mais 5 qui disent qu'ils veulent, mais qu'ils ont des difficultés, et qu'il y a un autre 20%, donc au total on est sur 40% qui vont le faire d'ici 2028. Donc on est quand même sur 60%, si on prend l'autre partie, qui n'a pas encore engagé de démarche ou qui ne sait pas, en fait, peut-être parce qu'il n'a pas approché le sujet. Donc on espère que 2026 sera une année pour réunir aussi les équipes de la cyber avec les équipes de la durabilité. Et c'est clairement ici mis en avant, formation dans le deuxième point, et sensibilisation des équipes cyber à la durabilité. Donc 52%, donc plus de 50% donc, des prestataires l'envisagent et espèrent qu'effectivement, il y aura un petit pont qui vont être faits entre la cyber et la durabilité. Et que bien entendu, l'une des premières étapes, ça va porter sur l'optimisation de toutes les stacks, on va dire hardware, hein, et des équipements et des ressources nécessaires pour mener à bien ces projets de cybersécurité. Le baromètre, et je vais passer très rapidement pour laisser la place aux questions, je vous invite dès ores et déjà, alors je n'ai pas regardé, dans la messagerie, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. Je souhaite terminer sur le plus aussi du baromètre. Chez Adves, nous faisons du scoring aussi. Alors, nous ne sommes pas une agence de notation. Hein. Nous sommes bien un cabinet de market intelligence, de market research et de conseil éclairé opérationnel. Mais nous avons des méthodologies qui permettent d'évaluer la maturité des prestataires, par exemple, et des engagements, voire dans le cadre aussi du benchmark, même sur des solutions logicielles. Et là, dans le cadre du baromètre, aussi, il faut financer, bien entendu, un baromètre. Hein, il ne se fait pas tout seul, c'est du temps de notre côté. Donc, on a trouvé un modèle pour le financer. C'était de solliciter des acteurs et qui aussi, de notre côté, sont un peu des rôles modèles, donc ils peuvent driver, donner des idées à d'autres. L'idée, c'est pas seulement qu'ils parlent comme ça de leurs bonnes pratiques, mais c'est aussi de dire on va les évaluer, vos bonnes pratiques, et jouer le jeu. Donc, ils ont joué le jeu à travers notre grille. Là, et donc, vous avez représenté de manière condensée donc 5 acteurs qui ont soutenu l'édition de cette année, au même titre que des associations telles que Cap Digital, Planète Tech Care, l'Agite et Eurocloud. Plus depuis 3 ans, il y a aussi TechShow, TechShow Paris, excusez-moi, qui soutient aussi l'initiative de ce baromètre et qui nous donne un temps fort où on peut présenter quelques-uns des résultats clés. Nous, cette année, on les a présentés sur une table ronde qu'on animait hier for Tomorrow. Donc, tous ces acteurs-là, dont ces prestataires, hein, nous permettent de pouvoir vivre ce baromètre, et c'est important de trouver donc derrière des soutiens, et notamment des soutiens aussi financiers, avec la contrepartie de jouer le jeu, d'accepter là pour les prestataires une évaluation qui est retranscrite ici de manière synthétique. Donc, vous voyez dans ce tableau, vous pouvez retrouver dans la version en ligne du baromètre. Alors, bien sûr, ces acteurs-là sont déjà un peu en avance. Hein, on a dit, ils sont un peu identifiés comme des rôles modèles. Hein, ils ne sont pas les seuls. Donc là, on a synthétisé leurs actions, mais vous voyez que même sur certains pans, on peut voir qu'ils peuvent encore s'améliorer. On est toujours dans des phases d'amélioration continue. Donc, ils peuvent être évalués moyens sur certains éléments. Là, on voit le sujet, par exemple, de l'eau ou de l'énergie. Et puis, ils peuvent être, je dirais, dans leur approche, ils peuvent être très bonnes, voire bonnes, en fait. Donc, le vert peut être passé de vert clair à vert foncé. Et vous avez donc, sans aller, voilà, le détail, à un moment donné, de la synthèse qui, nous, est faite, donc en grisé, que vous pouvez retrouver détaillé. C'est un petit peu petit, je pense, en ligne pour voir le détail. Je vous invite à les consulter en ligne, à revenir même vers eux. Je les félicite. J'ai eu vraiment lu leurs rapports. Tous ont publié des rapports extra-financiers, donc ça, c'est important, hein, de durabilité. C'est vraiment un effort et un travail de fond qu'ils ont tous produit. Ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres aussi. Mais je tenais à les féliciter parce que c'est important aussi pour notre secteur, c'est ce qui nous fait avancer sur cette thématique. Et si ce travail-là n'est pas fait, très résolument, on ne peut pas avancer. Nous-mêmes, nous, en tant qu'analystes de marché, on peut difficilement aussi faire notre travail. Donc voilà, donc là, le baromètre, vous l'avez en ligne, il y a le QR code qui est présenté, vous pouvez le flasher et aller à la version complète. On a fait une petite infographie que vous pouvez aussi reprendre. Moi, sûr, je suis à votre disposition pour en savoir plus. Posez votre question. Alors, j'en ai pas vu pour l'instant. Il reste 1 minute, je suis dans les temps.
j'ai parlé assez vite. Je suis désolée si j'étais un peu dense dans mes propos. Voilà, mais si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Sinon, bah, écoutez, on va clôturer la session. Je vois que c'est assez silencieux. Alors, j'espère que j'ai été très claire. Ça veut dire que j'ai sans doute été très claire dans mes explications et que peut-être vous aurez des questions en off. N'hésitez pas. Bah, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'effectivement, les questions seront en off. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, ben voilà, Advaes, juste quelques mots, hein. Nous, ce qu'on fait, et nous aidons à résoudre d'équations complexes chez les acteurs de la tech, aussi bien prestataires qu'aussi utilisateurs finaux qui consomment les solutions, hein, sur ces 4 dimensions, finance, durabilité, innovation et tendance de marché, notamment dans notre monde très incertain aujourd'hui, mais sur lequel il ne faut rien lâcher sur les sujets de durabilité. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée à tous et à toutes.